Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Voilà, The Few Uncursed. Donc j'ai fait un unboxing il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2-3 parties en solo, et j'accroche pas. Voilà, le verdict est tombé, je n'accroche pas au jeu. Pourtant, il a plein de choses sympas, mais je ne sais pas pourquoi ça prend pas. La mayonnaise ne prend pas avec moi. Et je pense que c'est surtout lié au fait que c'est finalement un deck building, au milieu, hein, c'est un deck building, avec une ambiance qui donne envie d'avoir des choses qui se passent, d'avoir des événements, de l'histoire, du narratif un petit peu, ou comment on dirait, du suspense, des surprises, et en fait, il n'y a rien de tout ça. Alors pourquoi il n'y a rien de tout ça? Parce qu'en fait, la seule surprise que vous pouvez avoir dans le jeu va venir des événements qui se trouvent ici. Donc on a des événements selon les zones si elles sont, comment on dit, maudites. Donc les zones maudites, c'est les 4 zones qui sont à chaque coin. Et les zones qui sont... Il y en a une ici, une ici, une ici. Donc voilà, c'est les zones maudites, donc on aura un événement maudit. Mais les événements, c'est quoi? C'est un petit texte. Alors, je crois que... je sais pas si je l'ai pas toutes faites, mais... Pour les événements de type sur les zones maudites, voilà, c'est un choix. On choisit une des actions. Alors soit on va dépenser des ressources. Sur 2 actions, on peut dépenser des ressources pour faire ce qui a marqué. Parfois c'est bien, parfois c'est sympa, mais c'est pas un truc qu'on a besoin. Et parfois, si on veut choisir aucun, c'est-à-dire si on ne veut pas dépenser de ressources, on perdra un point de vie ou on perdra quelque chose. Après, là où il y a de l'histoire, c'est les événements sur les autres zones. Donc ici, on a un petit texte, en fonction du lieu, hein, désert, ruine ou canyon, un petit texte qui nous explique ce qui se passe et qui nous donne quelque chose, mais sur lequel il n'y a pas vraiment de choix. Donc c'est une petite histoire, mais c'est tout. Et finalement, c'est pas... voilà, c'est tout. Et c'est la seule partie un peu aventure qu'il va y avoir dans le jeu. Le reste, en fait, on se retrouve avec un plateau de jeu où on peut se déplacer. Alors on se déplace sur certains lieux ici, on peut récupérer des artefacts, maximum 1 par couleur, il y a 4 couleurs différentes. Qui sont en fait, les artefacts, c'est quoi? C'est des cartes qui vont rentrer dans notre deck, comme une autre carte deck building, qui sont un peu plus puissants, bien sûr. On va pouvoir, dans San Andreas, acheter des cartes équipement, qui sont ici, qui sont permanentes, hein, qu'on a le droit d'utiliser une fois par tour, qui vont, pour certaines, permettre de monter les stats, donc les points de vie, les munitions disponibles, ou le niveau de malédiction maximum qu'on peut atteindre. Il y a des jobs là-bas qui permettent de récupérer de la renommée et des ressources. Et puis sinon, en termes de deck building, on a notre deck. Donc le deck, il va se présenter comme ça, avec des cartes qui ont des ressources. Hein. On est sur un deck building très classique, du mouvement, des points d'attaque, les points de malédiction et l'eau, qui est la monnaie du jeu. Et ce qu'on devra faire, c'est aller taper soit des cartes génériques, qui ont un coût en attaque, une récompense. Une fois qu'on la tape, on peut la retourner, on en a une autre à taper, on peut le faire dans le même tour d'ailleurs. Et donc ils seront dans différents lieux. Donc selon l'endroit où on se trouve, on pourra taper une de ces 4-là, généralement systématiquement. Et évidemment, les plus fortes récompenses, ce sont les Most Wanted, qui sont plutôt ici, qui sont plus durs à taper, mais qui fonctionnent sous le même principe. Ils se trouvent à un endroit, le dernier lieu où ils ont été vus. Donc il faut s'y trouver pour pouvoir les attaquer. Une attaque qui est plus importante, et une récompense qui est plus importante également. Une fois qu'on en a battu un, on l'enlève et on en récupère un autre. À la fin de chaque paquet, il y a un monstre qui est donc beaucoup plus puissant. Ici, c'est lequel ça? The White Demon. Donc qui est plus puissant, qui a une valeur en grit, donc en renommée qui est plus importante. Et qui, lui, va se déplacer par contre sur le plateau. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est révélé, selon l'endroit où il est révélé, donc ici c'est expédition, parce qu'il sera toujours révélé au même endroit. Il partira d'ici, et à chaque tour, où il n'a pas été, tant qu'il n'a pas été tué, il va se déplacer d'un lieu vers San Andreas. Si jamais il atteint San Andreas, normalement je crois que tous les joueurs perdent la partie. Et en solo, il y a un des scénarios solo, une des possibilités, une des variantes solo, qui nous demande de tuer 3 monstres avant qu'ils n'atteignent San Andreas. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ce qu'on a à faire dans le jeu,
Bah c'est ça, c'est avec mes cartes, je vais optimiser mon deck pour aller taper au maximum, être prêt à taper le monstre. Parce qu'en fait, dans le jeu en solo, les cartes ici vont servir de décompte de temps, à savoir qu'à chaque tour, bah soit j'ai éliminé un des Most Wanted, donc on a retiré une carte, soit j'en ai pas éliminé et j'en retire une. De toute façon, je vais retirer une carte Most Wanted à chaque tour. Donc en fait, ça va servir de chrono pour, au final, faire apparaître les monstres qui apparaîtront toujours au même endroit. D'ailleurs, celui-là, je suis pas sûr que c'est un des monstres aussi. Ah, si, ça doit être celui-là. Et une fois qu'ils apparaîtront, on sera limité en temps pour aller les taper, parce que le temps qu'ils arrivent sur San Andreas. Et voilà, et c'est ça le jeu. Et bah moi, ça arrive pas à m'exciter trop, le jeu. Parce qu'en fait, je me retrouve avec un super plateau, un deck building, tout ce qu'il y a de plus classique, puisque je vais utiliser mes cartes, aller chercher la récompense ou aller chercher des caractéristiques. Et le but, ça va être de monter pour avoir les 3 monstres. Alors, en mode solo, il y a 3 variantes. Donc le chasseur de malédiction, on doit battre 3 monstres. Les arts noirs sombres, on doit collecter 4 artefacts. Alors c'est marrant qu'avec 4 artefacts, on fait les 4. Il faut aller aux 4 coins du plateau. Et partager le même lieu que ce monstre-là. Et après, il y en a un où il faut compléter des jobs, donc compléter des sortes de missions. Mais, alors, peut-être que le plus intéressant, finalement, le mode coopératif, alors compétitif sûrement, parce qu'on est chacun de son côté, et on va essayer de faire le maximum de points de récompense ici. Donc chacun de son côté, on va essayer de monter son deck et de faire le maximum de choses. Donc ça va être un peu du coup de bol par rapport à ce qui va sortir ici, et le moment où on aura les points d'attaque et le tirage des cartes. Et en mode coopératif, il y a un truc sympa, c'est qu'on part avec 140 moins 20 par joueur de renommée. Et le but du jeu, c'est que la renommée ne tombe pas à 0 et qu'un monstre ne rentre pas dans San Andreas. Et le but c'est... Alors, on joue normalement, voilà, on va jusqu'au bout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la renommée tombe, quand on est en coop, la renommée tombe au fur et à mesure, parce que si jamais en fait, on va compter les Most Wanted qui n'ont pas été battus et qui restent. C'est-à-dire quand on élimine un Most Wanted, on retire la carte, mais on retourne pas la suivante. Et à la fin du round de tous les joueurs, en coop, on compte les points qui sont ici. Et c'est ce qui va faire descendre, ou ici en grid peut-être, et c'est ce qui va faire descendre la renommée. Et donc on a un compteur de grid unique pour l'équipe. Voilà. Donc c'est ça le... Voilà, c'est le grid qui se trouve ici. C'est pas les points d'attaque, hein, c'est pas la renommée qui se trouve en bas des cartes. Donc c'est peut-être le mode le plus intéressant, le mode coop. Pour le jeu, pour moi, si je devais jouer en solo en mode coop, ce serait peut-être plus sympa. Mais je sais pas. Je pense qu'il est bien, il est beau, les cartes sont superbes. À chaque fois qu'on récupère des cartes, et il y en a un bon paquet. Il y a beaucoup de cartes, c'est super sympa. Le style graphique est vraiment top. Hein. Je n'ai peut-être pas fait assez voir dans l'unboxing, mais c'est super chouette. C'est très joli. Moi j'aime beaucoup le style. Mais je sais pas, ça me fait pas vibrer. Autant dans Venom Assault, qui est pas forcément plus joli en termes de graphique, hein, même moins je pense, même en termes de composants et autres. Il y a un côté sympa, c'est l'incertitude du combat, le fait que les ennemis vont avoir des cartes qui vont changer leur attaque à chaque fois, alors qu'ici je sais déjà, si je sais que je dois faire 15 dégâts, voilà, je saurai tout de suite si je peux l'attaquer ou pas. Et si je peux pas, je vais retomber sur ceux-là qui me font un peu moins de choses. Alors en compétitif,
Et en coop, ça peut être valable parce que la renommée est importante. En mode solo, la renommée ne compte pas du tout. Donc finalement, cette partie-là, on s'en fout. À la limite même, éliminer cela, on s'en fout, sauf si c'est pour récupérer les récompenses d'eau, parce que la renommée, on s'en fout. Tout ce qui va compter, c'est bien de se stuffer, donc récupérer éventuellement, avoir suffisamment d'eau pour avoir les bons équipements et revenir souvent ici pour les prendre, pour avoir un personnage qui sera béton et qui sera capable de battre les 4 monstres à la fin. Et enfin, sur le scénario où on doit battre les 3 monstres, c'est tout ce qui compte. Il n'y a rien d'autre. Donc, je sais pas, je pense peut-être que le mode coop, et le mode coop, il est difficile en solo à jouer. Alors, enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas l'habitude, mais on fait chaque phase, le jeu se découpe en phases, chaque phase pour tous les joueurs. Donc, si je joue avec 2 mains, je fais la première phase pour les 2 joueurs, ensuite je fais la phase de rencontre pour les 2 joueurs, la phase d'action pour les 2 joueurs et le climaphase pour les 2 joueurs. Et c'est un peu perturbant de faire qu'un petit bout du deck, passer à l'autre, refaire un petit bout et ainsi de suite. C'est encore plus de gymnastique entre les deux personnages. Donc voilà, je pense que c'est un très bon jeu avec un deck building. Je pense qu'il est solide. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas un truc de fou, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa, c'est dans le thème. Le plateau avec les petits symboles, ça sert seulement à se déplacer pour aller d'un lieu à l'autre. Et on a des contraintes de déplacement pour dépenser de la ressource de déplacement. Et donc si ça vous plaît, si la proposition de faire ça, d'avoir un deck building qui est un petit peu plus enrobé au niveau composant, mais qui reste du deck building basique, à savoir qu'on sait ce qu'on doit obtenir comme score, et qu'il n'y a pas de modification, c'est-à-dire qu'en fait lui, il faudra faire 15, le suivant il faudra faire 18, c'est un gros monstre. Vous voyez, lui c'est le premier monstre que j'ai sorti sur une partie solo, 18. Pour avoir 18, même en ayant un deck assez béton, c'est super dur, si c'est le premier monstre qui sort, de l'arrêter avant qu'il arrive à San Andreas. À un point près, je crois que je l'ai raté. Et pourtant, j'étais bien stuffé, j'avais une bonne arme. Et je pouvais pas. Et il était ici. Voilà, en fait, il était ici. J'ai su que je pouvais pas le battre. Bah voilà, je m'arrête là parce que je sais que le prochain, à la fin de mon tour, il va se déplacer là et j'ai perdu. Donc il n'y a pas de. Il y a même pas d'espoir possible ou de suspense, c'est que c'est mécanique. Ah, il va arriver là. Est-ce qu'à un moment j'ai pu le battre? Bah non. Bah parce que les cartes soit sont mal mises, soit parce que j'ai pas eu ce qu'il fallait ici, ou j'ai pas eu les bonnes armes. Il y a tout ce qu'il faut hein, pour rafraîchir l'offre, mais mécaniquement, potentiellement, ça vous empêche de gagner. Et voilà. Alors sinon, le jeu en lui-même, la mécanique, elle est assez marrante. On n'achète pas les cartes d'amélioration qui sont ici, on les achète pas. À chaque fois, on tire 2 cartes du paquet, à chaque début de tour. Et on en garde une des deux, c'est-à-dire qu'on l'achète pas, on prend une des deux et on la met dans notre main. Elle vient directement dans la main qu'on a en cours. Ce qui fait qu'on a une main de 5 à chaque tour. 4 qu'on a pioché dans notre deck, et la 5e qui vient de l'improvisation, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, la phase d'improvisation, où on récupère une carte. Et donc cette carte-là reste dans notre deck. Donc voilà, ça c'est le côté un peu innovant du jeu pour un deck building, c'est-à-dire que les cartes qui améliorent notre deck ne sont pas achetées. Les seules choses qu'on achète, ce sont les cartes équipement qui restent en permanence et qu'on utilise une fois par tour. Et éventuellement le fait qu'on ait des caractéristiques qui jouent aussi sur la partie. Donc on a un mixte de caractéristiques et de cartes de deck. Mais voilà, c'est un peu ça le jeu. Donc en compétitif, ça peut être peut-être sympa. Pour un deck building compétitif, ça peut être marrant. Même si ça peut être frustrant si vous avez des moments où vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est-à-dire que si j'ai pas de symbole de déplacement du tout, en début de partie par exemple, ça peut être frustrant parce qu'on peut rester au même endroit, ou même en cours de partie. Hein. Si je suis à un endroit ici, ou ici, et que je peux pas me déplacer, bah voilà. J'aurai peut-être assez en combat, mais pas assez pour aller le taper lui. Donc ça peut être un peu frustrant, mais bon, c'est à prévoir dans le jeu d'acheter de l'équipement pour se déplacer au minimum, ou d'avoir une ou deux cartes de déplacement. Donc c'est là que le choix au niveau de l'improvisation est important, c'est-à-dire que quand on a 2 cartes à choisir, et ben s'il y en a une qui vous permet de vous déplacer, et qu'on sait qu'on aura besoin de déplacement, c'est bien de la prendre. Mais c'est bien aussi d'avoir des points d'attaque et ainsi de suite. Donc voilà, c'est The Few and Cursed. Je ne ferai pas de vidéo détaillée des règles. Je l'ai déjà mis en vente.
Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien... Enfin, l'emballage est superbe. Mais bah voilà, le jeu me plaît pas plus que ça. C'est en même temps, vous voyez, j'ai l'édition 10e anniversaire de Touch of Evil. Et même si le jeu a des vieilles mécaniques, même s'il n'y a pas de deck building, même si c'est finalement moins intelligent, moins fin, parce que c'est du jet de dés, des caractéristiques, et ben je vais prendre plus de plaisir parce qu'il y aura plus d'aventures, il y aura plus de surprises, il y aura plus de moments où je ferai oh, ah, ou. Ici, pas tellement. Ici, je vais dire, ok, où est-ce que je peux aller par rapport aux cartes que j'ai. Bon, ça me va pas. De toute façon, c'est mes cartes qui vont dicter la chose. Euh, donc soit je vais perdre du temps parce que je pourrais pas faire ce que je veux, soit je vais faire exactement ce que je veux, bah tant mieux, même si ça me garantit pas de gagner à la fin de la partie. Mais ça reste ça reste est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux prendre cette carte-là et c'est le thème vit par les illustrations. Est-ce qu'on peut dire qu'il vit par la mécanique? Je suis pas sûr non plus. Alors si, parce qu'on va dire qu'ici j'ai une ceinture qui augmente ma capacité de munitions, ok. Je peux utiliser les munitions pour faire de l'attaque, hein, avec les compétences qu'on a ici ou les armes. Les munitions peuvent servir et ajouter des points d'attaque. Donc ça peut être sympa à faire. Mais bon, je sais pas, ça m'a pas. C'est bien, c'est propre, c'est beau, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout. En fait, c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est pas qu'il est nul, c'est pas qu'il est super, c'est qu'il est pas pour moi. En fait, le jeu, il est pas, il manque quelque chose. Et c'est le deuxième jeu que j'ai sur le thème du western qui me fait bof. Le premier c'était Western Legend, mais parce qu'il était pas fait pour il avait pas été prévu pour du solo ou du coop. Et même en compétitif, j'avais trouvé que ça manquait de vie sur le plateau et ça manquait de danger. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est nous qui nous déplaçons. Et à la limite, les Most Wanted, ils auraient été sous forme de pions cachés. Donc on mettrait des pions cachés, des Most Wanted. Et puis en se déplaçant, déjà en se déplaçant dans un endroit où il y aurait le jeton, on le retournerait, on se dirait, ah tiens, t'as un combat obligatoire, ou t'as un risque si tu le rencontres. Bah, ça donnerait un petit peu de piment au jeu déjà. Ce serait un petit truc sympa. Mais là, euh, mais là non. On est sur la mécanique de deck building, avec présenté un peu différemment, mais ça reste le deck building. Donc pour ceux qui adorent ça, bah, je vous le recommande. Enfin, je pense qu'il est marrant en multi aussi, c'est à essayer. Mais c'est pas pour moi. Donc c'était The Few Uncursed. J'imagine que la BD doit être super sympa. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.